Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue aux 20h. 100 000 contrats aidés supplémentaires, c'est ce que propose Nicolas Sarkozy pour faire face à la crise. Une série de mesures ont par ailleurs été annoncées pour sécuriser les emplois. Nous les détaillerons dans ce journal. Nous parlerons aussi d'un chiffre qui fait tâche en ces temps difficiles. 7 000 personnes en France qui déclarent pourtant près de 100 000 euros de revenus annuels n'ont payé aucun impôt l'an dernier. Les niches fiscales dans les dom-toms sont dans le collimateur. 2 jeunes néo-nazis ont été arrêtés aux États-Unis. Ils projetaient d'assassiner des Noirs, dont le candidat à la Maison-Blanche, Barack Obama. Projet isolé ou réelle menace, nous verrons quel est le poids de ces extrémistes dans le pays. La parole est à l'accusé dans le procès du garçonnet maltraité à Douai. L'homme qui a asséné les coups mortels à l'enfant a apparemment pris conscience de la gravité des faits. « Je mérite la mort », a-t-il dit. Notre correspondante sur place a assisté à cette audience. Et puis nous verrons que certains ont une bien étrange façon de passer leurs vacances. Loin des plages ou des pistes de ski, les zones de guerre sont devenues pour une poignée d'aventuriers de nouvelles destinations en vogue. On commence avec le très attendu plan anti-crise du président. Après les banques, après les entreprises, Nicolas Sarkozy a annoncé aujourd'hui une série de mesures pour soutenir l'emploi. Il a choisi les Ardennes pour le faire, précisément là où il avait annoncé en pleine campagne le fameux « travailler plus pour gagner plus ». Mais aujourd'hui, cette bataille des Ardennes, si l'on peut dire, avait plutôt pour objectif de venir en aide à ceux qui, les premiers, souffriront de la crise. Alexandre Carra, Vivien Roussel. Le candidat Sarkozy avait promis de revenir dans les Ardennes. Entre-temps, le candidat a été élu et la conjoncture économique s'est retournée. Sous la pluie, bloqué par la police, une centaine de manifestants est venu crier sa colère dans une région où le chômage atteint les 13%. On souffre. Et tous les Ardennes souffrent. On veut qu'ils réinjectent, qu'ils fassent un plan d'urgence pour le logement social, pour les retraites, pour les chômeurs, pour qu'ils aident les gens qui sont en précarité. Justement, ici, Nicolas Sarkozy est venu défendre et expliquer son action. Tenter de convaincre que soutenir les banques, c'est soutenir l'économie, donc l'emploi. En son temps, Lionel Jospin avait dit « l'État ne peut pas tout ». Nicolas Sarkozy, lui, veut croire qu'il peut beaucoup. Comme il avait dit, M. Jospin, à l'époque de Villevorde, on n'y peut rien. C'est tellement facile de dire qu'on n'y peut rien. Moi, je n'accepte pas la fatalité. Et je n'ai pas été élu pour vous dire on n'y peut rien. Pas la peine de m'expliquer que c'est difficile. Je sais quelque chose. Et j'en sais que c'est difficile, mais moi je veux me battre du lundi au dimanche pour qu'on apporte des solutions à chacun. Parmi les décisions annoncées, 100 000 emplois aidés supplémentaires pour 2009. Nicolas Sarkozy choisit d'oublier les critiques qu'il formulait à l'égard de cette mesure emblématique de l'ère Jospin. En temps de crise, pour le président de la République, le traitement social du chômage n'est plus tabou. Autre mesure, l'extension des contrats de transition professionnelle. Ils permettent aux licenciés économiques des entreprises de moins de 1000 employés de conserver 80% de leur salaire pendant 12 mois. Par ailleurs, les règles des contrats à durée indéterminée seront assouplies, notamment pour les PME. Et le travail le dimanche sera étendu et encouragé. Après le sauvetage des banques, après le soutien aux entreprises, la nouvelle priorité de Nicolas Sarkozy, c'est l'emploi. Une façon tout à la fois de répondre aux critiques de l'opposition, mais aussi d'anticiper les mauvais chiffres du chômage attendus cette semaine. Oui, parmi les mesures annoncées, le chef de l'État souhaite accélérer la fusion entre la NPE et les ACDIC. Dès l'été 2009, ces termes n'existeront plus. Il faudra parler de Pôle emploi. En voici le nouveau logo dévoilé aujourd'hui. Ceux qui recherchent un travail auront bientôt un interlocuteur unique. Les demandes, mais aussi les offres d'emploi devraient être par ailleurs plus suivies. Image signée Vivien Roussel. Alors vous l'avez vu, les emplois aidés, autrement dit subventionnés par l'État, sont le fer de lance de ce plan anti-crise. C'est ce que les économistes appellent le traitement social du chômage. Un remède qui, historiquement, est de gauche et qui n'avait en tout cas pas les faveurs du candidat Nicolas Sarkozy. Mais depuis, la crise est passée par là. Sophie Brune, André Germain. Des contrats aidés pour amortir la hausse du chômage, une mesure sociale qui peut sembler paradoxale à ceux qui reprochent à Nicolas Sarkozy son libéralisme. Qu'on ne vienne pas me dire que je change de stratégie économique. J'essaie d'être pragmatique. Retour en arrière. Depuis une trentaine d'années, de très nombreux gouvernements ont revendiqué ce pragmatisme. Paradoxalement, c'est Raymond Barre, Premier ministre centriste, qui le premier utilise ce dispositif. Le meilleur économiste de France de l'époque y voit un remède au chômage des jeunes. Le gouvernement autorisera le recrutement à titre temporaire de 20 000 personnes pour les affecter à des tâches à temps complet ou à temps partiel
dans des secteurs prioritaires. Une approche qui sera ensuite largement développée par la gauche. En 1984, le taux de chômage des jeunes approche les 25%. Laurent Fabius lance les TUC, les travaux d'utilité collective. Ce n'est pas une solution miracle, les TUC, mais ça permet aux jeunes de cesser l'inactivité qui est plus dure que tout. Cette politique atteint son apogée avec Lionel Jospin et Martine Aubry qui mettent en place les emplois jeunes. Nous allons inventer des réponses aux besoins des gens. Accompagner les enfants après l'école, accroître la sécurité dans les quartiers, faire en sorte que l'environnement soit plus favorable, donner des moyens de s'insérer vraiment aux personnes âgées ou aux handicapés. Et en faisant cela, nous allons créer 350 000 emplois pour les jeunes. À partir de 2002, la droite enterre les emplois jeunes jugés trop coûteux et contraires à l'idéologie libérale. Une position à nouveau affirmée début 2008 par François Fillon en déplacement en Martinique. Sur le long terme, c'est un modèle économique qui n'a aucune chance de réussir. Ce n'est pas en multipliant les emplois aidés et en multipliant la dépense publique que nous pourrons donner à la Martinique une économie adulte, une économie autonome. Ce qui est vrai pour la Martinique est vrai naturellement pour l'ensemble de la métropole. 10 mois plus tard, ce même gouvernement revient au contrat aidé, mais sans convaincre aujourd'hui la CGT. Nous savons par expérience que ce ne sont pas des emplois durables. Et ça ne peut pas être la réponse adaptée à la situation. Ces 100 000 contrats aidés supplémentaires devraient coûter 250 millions d'euros l'an prochain. Et au chapitre des réactions politiques, à noter celle du patron du PS, François Hollande. Ce discours, a-t-il dit, était un meeting de campagne, plein, je cite, de moi-je et de yaka, mais sans aucune mesure décisive. Fin de citation. Dans ce contexte difficile pour tout le monde, il y a un autre chiffre qui risque de faire beaucoup de bruit. Il a été révélé par le ministère de l'économie. Il existe en France des milliers de contribuables, 7076 précisément, qui ne paient pas d'impôts alors qu'ils déclarent près de 100 000 € de revenus annuels. Ce n'est pas illégal. Ces personnes utilisent ce que l'on appelle les niches fiscales et en particulier celles qui permettent d'investir dans les dom-toms. Romain Messi, Mathieu Régnier. Un impôt toujours plus élevé quand le revenu augmente. C'est la base de l'impôt progressif en France, mais certains y échappent. Selon les chiffres du ministère de l'économie, 7076 foyers disposant d'un revenu annuel de plus de 97 500 €, la tranche la plus haute, n'ont pas payé d'impôt sur le revenu en 2007. Un chiffre en progression chaque année en cause les fameuses niches fiscales, un dispositif tout à fait légal. La loi offre aux contribuables d'investir dans certaines zones, dans certains milieux économiques, et en contrepartie, l'État vous offre de réduire un pourcentage ou même la totalité de votre investissement. Parmi les niches fiscales les plus répandues, les investissements dans les dom-toms, l'emploi d'un salarié à domicile ou encore la location d'un appartement meublé. Et les contribuables qui ont recours à ces déductions d'impôts sont aussi les plus riches. Un enjeu de taille, car les foyers disposant de plus de 97 500 € ne représentent qu'1,5% des foyers fiscaux, mais ils acquittent 40% des recettes d'impôt sur le revenu. 7000 contribuables aisés qui ne payent rien, c'est donc un sacré manque à gagner dans les caisses de l'État. Résultat, les parlementaires débattront mi-novembre à l'Assemblée d'un plafonnement des niches fiscales dès 2009. C'est ce que l'on appelle la loi des séries. Une mauvaise nouvelle vient rarement seule. La Caisse d'épargne vient d'en faire l'expérience pour ce mois d'octobre. Après avoir annoncé 750 millions d'euros de pertes, apparemment dû au zèle d'un de ses traders en plein krach boursier, la banque révèle qu'un problème informatique survenu hier a eu pour fâcheuse conséquence de doubler certains retraits de cartes bancaires et certains paiements. 9% des transactions ont été débitées 2 fois, mais que les clients concernés se rassurent, la banque affirme qu'ils seront recrédités dès cette nuit. Image signée Alexis Oran. Aux États-Unis, certains n'aiment pas, mais alors pas du tout, l'idée d'avoir un président noir. 2 jeunes néo-nazis ont même ouvertement menacé de tuer le candidat démocrate Barack Obama. Ils ont été arrêtés, mais cet événement pose la question du poids de ces extrémistes dans la population américaine. Les experts affirment qu'ils sont marginaux, ils seraient quelques milliers tout au plus, sauf qu'ils sont armés et donc potentiellement dangereux. Correspondance Alain Chalvron, Aaron Damon. Ces 2 hommes de néo-nazis avaient le projet de tuer Barack Obama. Arrêtés hier soir près de Memphis, dans le Tennessee, ils étaient loin du passage à l'acte, surveillés depuis longtemps par les autorités locales.
Nous avons agi sur information dans cette affaire. Les agences fédérales compétentes se sont jointes à nous et on a très bien travaillé ensemble. Ces deux hommes avaient également le projet de tuer dans la foulée 102 Noirs, 88 par balle et 14 autres par décapitation. C'est en tout cas le troisième complot, entre guillemets, avorté contre Barack Obama depuis le mois d'août. Interrogé hier, le candidat se dit serein. J'ai les meilleurs gars du monde qui veillent sur moi, les services secrets. Les voilà, ces agents du service secret avec leurs lunettes noires. Les menaces contre Obama sont prises très au sérieux depuis le début de la campagne. Toute personne assistant à un meeting du sénateur est fouillée systématiquement. On sait trop bien dans les services de sécurité que parmi les 5 à 8 000 membres estimés du Ku Klux Klan ou de groupes néo-nazis, il y a bien quelques illuminés, prêts à sacrifier leur vie pour éviter qu'un noir entre à la Maison-Blanche. Ouais, en tout cas, ce projet d'attentat n'a pas ébranlé Barack Obama. Il poursuit sa campagne et il a même décidé de l'intensifier dans certains États, car les derniers sondages montrent que l'écart avec John McCain s'est réduit ces dernières heures. Alain Chalvron, vous êtes sur place. Apparemment, le suspense reste entier. Oui, effectivement, certains sondages montrent dans certains États clés un léger resserrement, un net même resserrement de l'écart entre les deux candidats. C'est par exemple dans le Colorado, Barack Obama n'a plus que 4 points d'avance, il en avait 12 vendredi dernier. En Virginie, il n'a aussi que 4 points d'avance, il en avait 11 vendredi dernier. En Floride, c'est l'égalité totale. Alors, il n'y a pas encore de quoi fouetter un chat, il a une sérieuse avance encore, mais ce qui est inquiétant, c'est ce que l'on appelle ici le momentum, c'est-à-dire la dynamique. Si elle change de camp, si elle passe dans le camp McCain, cela peut avoir un effet boule de neige qui pourrait inverser le résultat des élections, même en une semaine, ça s'est déjà vu dans le passé. D'ailleurs, John McCain est passé à l'offensive. Jusqu'ici, il avait une stratégie défensive. Il essayait d'empêcher les États républicains de basculer. Là, il est en Pennsylvanie, c'est un État démocrate traditionnellement, et il ne désespère pas de pouvoir l'emporter, même si Barack Obama a une dizaine de points d'avance là-bas. Il lui faut d'ailleurs, pour John McCain, absolument l'emporter s'il veut espérer gagner. En tout cas, tout ça nous promet un joli suspense pour les 7 jours qui restent. Et on le suivra avec vous. Merci Alain. L'un des thèmes qui a beaucoup pesé dans cette campagne et sur lequel d'ailleurs les deux candidats s'opposent clairement, c'est la question de l'avortement. John McCain est contre, mais là-bas ça ne se dit pas comme ça. On dit pro-life, pour la vie. Obama, lui, est pour, mais là-bas on ne dit pas ça comme ça non plus. On dit pro-choice, pour le choix. Un débat qui fait rage, notamment dans le Dakota du Sud, où un référendum sera même organisé le jour de l'élection présidentielle. Reportage Amaury Guibert, Philippe Jasselin. Cet après-midi-là, ils ne sont qu'une poignée sur le trottoir, avec le même slogan sur leur pancarte, oui, oui à la vie, comprenez non à l'avortement. Ces militants veulent l'interdire par référendum, à quelques exceptions près, viol, inceste, ou si la vie de la mère est en danger, jusqu'aux boutistes, au nom de la foi. Ce sont des bébés innocents qui ne peuvent rien faire pour se défendre. Je crois que les gens connaissent la différence entre le bien et le mal. Et enlever la vie, ce n'est pas un choix, c'est faire le mal. Et pour eux, le symbole du mal, c'était ce bâtiment, une ancienne clinique où l'on pratiquait des avortements. Ils l'ont racheté et en ont fait leur QG. Dans le hall d'entrée, bien en évidence, trônent désormais des reproductions de fœtus en plastique. Là, c'est un cadenas qui fermait cette porte pour empêcher les pères et les maris d'entrer et garder les femmes à l'arrière. Leslie Unruh est l'égérie des pro-vie, une professionnelle de l'action médiatique confiante dans la victoire finale. Ce qui l'inquiète beaucoup plus, c'est la perspective de voir le démocrate Obama élu président. Si Barack Obama devient président, il va envoyer de l'argent à l'étranger pour soutenir l'avortement. Et nos impôts, les impôts des Américains, vont servir à tuer des enfants dans d'autres pays. Un discours choc relayé à la télévision dans des clips de campagne. Les pro-vie ont frappé fort en débauchant cet ancien médecin, responsable selon lui de 75 000 IVG et aujourd'hui contrit. Mais la question de l'avortement est-elle aussi simple que ce retournement de veste? La famille Campbell est très loin de le croire. Il y a 2 ans, Tiffany était enceinte de jumeaux, mais l'un des fœtus survivait uniquement grâce au cœur de l'autre. Elle et son mari ont alors dû prendre une décision difficile, pratiquer un avortement thérapeutique.
Si on n'était pas intervenu pour sauver la vie de Brady, on aurait perdu les 2 bébés. C'est vraiment une décision qui doit être prise par la famille et le médecin dans une relation de confiance. Je crois que l'État n'a pas à interférer là-dedans. Le docteur Bunner connaît bien ce genre de situation. Gynécologue obstétricien spécialisé dans les grossesses difficiles, il a pris position pour l'avortement et on a tout de suite subi les conséquences. J'ai eu des gens qui ont manifesté devant chez moi pendant 1 an et demi. Il y a des médecins qui ont reçu des menaces de mort. Leurs patientes ont été menacées. Il règne ici un vrai climat d'intimidation. Les pro-avortements n'ont pas la tâche facile. Ils n'ont pas les mêmes moyens non plus. Ici, l'ambiance est, disons, plus libérale, mais l'implication des militants tout aussi grande. Les sondages sont serrés, alors ils multiplient les coups de téléphone pour convaincre les électeurs. Mettre toutes ses forces dans la campagne, d'autant que l'autre camp veut viser plus loin. Ils ont une mission, arriver à une interdiction totale de l'avortement pour toutes les femmes aux États-Unis. Donc ils vont continuer à se battre pour ça, et nous il faut qu'on soit forts, qu'on s'oppose. On ne peut pas les laisser gagner un peu de terrain ici ou là. Ce qui se passe au Dakota du Sud concerne tout le pays. Ce débat sur l'avortement dépasse les clivages politiques traditionnels. Il y a des démocrates qui sont contre, des républicains qui sont pour, et tout cela rend très incertain l'issue du référendum, comme les conséquences que cela pourrait avoir dans le reste des États-Unis. Il est 20h15, restez avec nous à suivre. Un accord vient d'être trouvé sur les futures plaques minéralogiques, avec ou sans numéro de département. Réponse dans quelques instants. Nous parlerons aussi du procès d'une cliente d'un fast-food devenue partiellement invalide. Elle affirme avoir glissé sur une frite. Et puis nous évoquerons cette incroyable nouvelle tendance, les congés en zone de guerre. Certains, vous le verrez, choisissent l'Irak ou l'Afghanistan pour passer leurs vacances. En attendant, on va faire un petit tour à la Lanterne, la résidence où se trouve en ce moment même le président de la République, Nicolas Sarkozy, avec le Premier ministre britannique, Gordon Brown. Et les deux hommes discutent et préparent le fameux G20, à l'occasion duquel les dirigeants de la planète souhaitent refonder le système financier international. Premier point d'accord, une augmentation des moyens du Fonds monétaire international et une rallonge de moins 8 milliards d'euros pour le fonds d'aide d'urgence des pays membres de l'Union européenne. On écoute Gordon Brown. Il est important que les banques puissent à nouveau prêter aux entreprises et aux ménages. Il est aussi important qu'en tant que pays, nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir pour coordonner notre action afin d'empêcher que ce qui a commencé aux États-Unis ne gagne le reste de l'Europe. Une chose est sûre, la meilleure façon de garantir l'avenir pour une entreprise aujourd'hui, c'est probablement l'innovation, l'investissement dans ce que l'on appelle la recherche et le développement. Et le problème est qu'en ces temps de restrictions budgétaires, la France n'est pas forcément la mieux placée en la matière. Ça n'a pas toujours été le cas. Enquête, Frédéric Monteil, Frédéric Capron. La première photographie au monde signée Niepce, un Français, tout comme Louis Lumière. Son cinématographe a changé notre vie, idem pour l'hélicoptère, le béton armé, la carte à puce, le micro-ordinateur ou le jean, capable de soulever 4 tonnes. À chaque fois, des innovations françaises. Et pour les trouver, pas de secret, il faut de la matière grise. Voici donc un des laboratoires de recherche, je devrais dire un des bureaux de recherche et de développement du groupe Valeo. C'est 6000 ingénieurs et techniciens de par le monde. Le groupe Valeo fait partie des 5 entreprises françaises les plus innovantes. Éclairage futuriste, détection d'angle mort, système de stationnement sans les mains. Ces innovations coûtent cher, 700 millions d'euros par an, mais elles dopent la croissance de l'entreprise. Ce qui est très prometteur, c'est que 30% des entrées en commande de Valeo l'année dernière ont été faites sur ces produits nouveaux. Cette entreprise investit plus de 6% de son chiffre d'affaires dans la recherche et le développement. En comparaison, la France, elle, mise à peine plus de 2% de son PIB dans le même secteur. C'est d'ailleurs une des faiblesses du système français, le manque d'investisseurs privés comme Philippe Pouletti, revenu des États-Unis. Je n'ai pas ramené ma voiture, mais j'ai ramené ma plaque de Californie. L'ancien chercheur devenu chef d'entreprise roule en Cadillac. Aujourd'hui, il investit 350 millions d'euros dans une dizaine de PME innovantes.
Donc là, je vous emmène chez Terraclient. On a investi 4 millions d'euros et cette semaine, on est en train d'investir un 5e million d'euros. Neovax, société de biotechnologie, dans laquelle on a investi 8 millions d'euros. Farnext, une entreprise de biotechnologie dans laquelle on a investi 3,5 millions d'euros. Ces 3 PME élaborent les médicaments du futur. Ultrasons pour guérir les déformations de la thyroïde, molécules contre la polyarthrite. Apparemment, les animaux sont guéris comme s'ils n'avaient jamais été malades. Et à chaque fois, le même souci, le manque d'argent pour innover. Nous, une société comme la nôtre, aurait besoin dans les quelques années qui viennent de entre 50 et 100 millions d'euros. C'est un peu idiot. Au lieu de passer mon temps à faire de l'innovation, je passe mon temps à chercher de l'argent. La France compte 51 sociétés capital risque. Théoriquement, il en faudrait 2 fois plus pour concurrencer l'Amérique du Nord ou l'Asie. Et pourtant, la France se montre innovante en déposant 17 000 nouveaux brevets chaque année. Tous les brevets français sont entreposés ici, à l'Institut national de la propriété industrielle, du sous-marin à l'avion, en passant par le moteur à explosion. Au niveau mondial, la France occupe la 5e position. En tête du classement, les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, et à la 4e position, une surprise depuis 2007, la Corée du Sud. À terme, d'autres pays comme l'Inde ou la Chine menacent de détrôner la France. Autre inquiétude, notre pays compte 7 chercheurs pour 1000 actifs contre 10 dans les pays nordiques, le Japon ou les États-Unis. Pour rester innovante, la France devra croire en ses chercheurs, sinon, à l'image du concepteur de la voiture à air comprimé, ils iront se vendre à l'étranger. Et loin d'innover sur les chaînes de montage automobile, on parle plutôt en ce moment d'arrêter la production. 5 à 600 salariés du secteur ont défilé aujourd'hui à Strasbourg devant l'usine General Motors qui doit fermer durant 19 jours d'ici à la fin de l'année. Des salariés de Peugeot à Mulhouse et aussi de Ford à Blanquefort se sont joints à cette manifestation où étaient présents Olivier Besancenot et Arlette Laguillet. Il y aura bien un numéro de département sur les futures plaques minéralogiques. Un accord vient d'être trouvé il y a quelques heures entre les ministères de l'Intérieur et ceux qui s'opposaient à la réforme. Un emplacement est finalement réservé au département, mais pas forcément celui dans lequel vous habitez. Ce sera celui de votre choix. Explication Pierre Monégier, Bernie Mériot. 2 lettres, 3 chiffres, 2 lettres et obligatoirement le numéro d'un département. Ce sera donc la nouvelle plaque d'immatriculation en vigueur pour les voitures neuves à partir du 1er janvier prochain et pour les voitures d'occasion à partir de mars. Un Corse, un Breton, un Antillais pourra faire référence à ses origines corse, bretonnes ou antillaises sur sa plaque. Et nous avons également voulu conserver le logo de la région correspondante, puisque les régions sont également très attachées au fait de figurer sur la plaque d'immatriculation. Le gouvernement voulait supprimer la mention du département. 200 parlementaires en colère ont réussi à la sauver. Choisir son numéro sera même obligatoire. 7 Français sur 10 se disaient attachés au maintien de ces 2 chiffres. Le ministère voulait avant tout que la plaque suive le véhicule de sa mise en circulation à sa destruction. A priori, l'accord trouvé aujourd'hui satisfait tout le monde. Il y a des tarifs dans lesquels il est parfois difficile de se retrouver. C'est le cas à la SNCF. Un même siège dans un même train peut coûter du simple au quadruple. Le reproche avait déjà été fait à la compagnie. Du coup, elle contre-attaque aujourd'hui avec un guide du voyageur qui devrait lui permettre d'y voir plus clair. Fabien Chadeau, Alexis Delcourt. Nous voulions aller à Marseille ce week-end. Alors, direction l'agence parisienne en bas de chez nous. Un aller-retour pour une personne. Le vendeur nous propose pas moins de 5 tarifs compris entre 93 et 97 euros. Je peux vous proposer aussi l'horaire d'après qui est à 17h51. Et là, vous avez pareil du tarif loisir de référence à 95,70 et le tarif à 97,70, tarif pro. L'écart peut sembler minime, mais les tarifs constituent une jungle dans laquelle on se perd très vite. Dans ce wagon, par exemple, pour une même destination, très peu de voyageurs ont payé le même prix. Le trajet aller simple Paris-Marseille peut vous coûter 22 euros en billet Prums, 51 en billet loisir, 78 en période dite normale et jusqu'à 95 euros en période de pointe. Pour que les tarifs soient mieux compris par les voyageurs, la SNCF a édité ce guide. Surprise, il y a toujours autant de chiffres. Alors pour avoir le meilleur prix à coup sûr, quelques conseils. Plus on s'y prend tôt, moins c'est cher. Et plus on est client fidèle, c'est-à-dire qu'on a une carte de réduction, moins c'est cher.
La SNCF simplifie ses tarifs mais ne baisse pas ses prix. Seule véritable bonne nouvelle pour les consommateurs, ils seront désormais remboursés en argent en cas de retard. Jusqu'à présent, ils étaient indemnisés en bon de voyage. J'ai tué un enfant, je mérite la peine de mort. Cette déclaration choc a été faite tout à l'heure devant la cour d'assises du Nord à Douai par l'homme qui est accusé d'avoir tué le jeune garçon de sa compagne à la suite de violences répétées. Il a, semble-t-il, pris conscience de la gravité des faits. Elsa Palot et Dominique Mas ont assisté à l'audience. Aujourd'hui, la salle d'audience a littéralement retenu son souffle, car le principal accusé a enfin décidé de parler après 2 ans et demi de silence. Parler pour évoquer Marc, 5 ans, mort sous les coups et les sévices. Et aujourd'hui, David Dacosta affirme dans un souffle « J'ai tué un enfant, je mérite la peine de mort ». Il a effectivement demandé la peine de mort en ce qui le concernait. C'est comme ça qu'il voit les choses, c'est comme ça qu'il est sincère, cet homme. Il est sincère et il est d'ailleurs aujourd'hui le seul à être sincère. Une déclaration que tous, en particulier les partis civils, attendaient depuis hier. C'est au moins l'expression de quelqu'un qui attend sa punition, qui attend sa condamnation. D'ailleurs, on avait l'impression ce matin que si on pouvait l'avoir condamné aujourd'hui, il aurait été soulagé de retourner dans sa cellule. Et David Dacosta a commencé à donner quelques explications. La drogue, l'alcool, j'étais défoncé 24 heures sur 24, martèle-t-il. Mais il parle aussi des autres, ceux qui l'ont laissé faire. Son ancienne compagne, bien sûr, la mère de Marc, mais aussi les proches et les médecins, tous poursuivis pour non-assistance à personne en danger. L'un des médecins avait d'ailleurs établi à l'époque un certificat médical stipulant « Tout geste malveillant de la part des parents semble à exclure ». Autre procès d'un autre genre, la cliente d'un fast-food à Reims a assigné aujourd'hui devant le tribunal le restaurant à cause d'une frite, une petite frite qui selon elle traînait sur le sol et sur laquelle elle affirme avoir glissé. Victime d'une triple fracture au genou, elle est depuis devenue partiellement invalide. Hakim Abdelkalek, Mathieu Nivenglowski. Nicole Bourgnon quitte désormais rarement son fauteuil roulant. Elle ne se remettra sans doute jamais d'une chute causée selon elle par une frite qui traînait à l'entrée d'un fast-food. Toute ma vie a basculé. Ouais. J'ai plus une vie de famille comme j'avais avant avec mes 4 enfants. On ne sort plus comme on pouvait sortir. Je fais 3 fois par semaine du kiné, la rééducation. Ma vie a basculé complètement. C'est à l'entrée de ce Quick qu'elle est tombée il y a presque 1 an. Mais selon la société, il n'y avait aucune frite sur le sol. L'avocat de la plaignante a déposé sous scellé une chaussure sous laquelle se trouverait encore la fameuse frite. Pure fantaisie, répond la défense. On n'a rien qui prouve que ces chaussures-là, c'est bien celles qu'elle portait ce jour-là. Et c'est pas du tout conforme aux attestations des témoins. Pour son handicap, Nicole Bourgnon réclame des indemnités qui pourraient s'élever à plusieurs centaines de milliers d'euros. Aucun rapport, selon son avocat, avec les procédures américaines où les plaignants demandent des millions de dollars. On est dans un procès malheureusement bien franchouillard. Parce qu'aux États-Unis, les consommateurs représentent une force, un lobby. Et face à cette force et à ce lobby, les compagnies d'assurance font tout de suite des offres d'indemnisation. En France, le consommateur, il est seul, isolé. Et il n'a pas d'autre choix que de faire tout seul dans son coin son petit procès. Le délibéré sera rendu dans 1 mois et demi et Quick a prévenu. Si la responsabilité de l'entreprise n'est finalement pas engagée, elle se réserve le droit d'attaquer à son tour la plaignante pour procédure abusive. Le dictateur nord-coréen Kim Jong-il est au plus mal, c'est ce qu'affirment les services de renseignement japonais. Voici la dernière image officielle fournie par les autorités de Pyongyang, mais il est impossible de la dater. Le mois dernier, des responsables américains avaient déclaré qu'il se trouvait à l'hôpital, victime probablement d'une attaque cérébrale. Nos confrères de la télévision japonaise affirment même qu'il serait soigné par un neurochirurgien français. Ce dernier a démenti aujourd'hui. Conséquence des fortes pluies au Maroc, la clôture de l'enclave espagnole de Melilla a été endommagée. Une quarantaine de migrants africains en ont profité pour passer en pleine nuit du côté espagnol et n'ont pas été rattrapés. Les gardes-frontières ont renforcé leur patrouille ce matin en attendant de réparer la brèche. Et puis de fortes pluies ont aussi frappé le Yémen le week-end dernier. Les inondations ont détruit de nombreux foyers. 10 000 personnes ont dû abandonner leur maison et le dernier bilan fait état de 180 morts. Ce n'est pas vraiment un mouvement de masse, mais il faut savoir que la tendance existe. De plus en plus de gens choisissent des zones de guerre pour passer leurs vacances. Imaginez pour la Toussaint partir en Irak ou en Afghanistan. Quelle que soit leur motivation, les candidats existent. Enquête, Renaud Bernard, Pascal Caron. Cet hiver, Hélène et Jean-Jacques Symphorien vont quitter la tranquillité de l'île des Ambiers. Ils partent en vacances en Irak. Il suffira de prendre 2 pulls, une paire de bottes un peu plus fourrées. Au programme, le Kurdistan, Erbil, Souleymaniye.
à quelques dizaines de kilomètres de la guerre qui ravage le sud du pays. Et pourtant, ils ne prendront pas de gilet pare-balles. Le couple se prépare le cœur léger. C'est pas plus dangereux que tout ce qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours. La seule chance qu'on ait, c'est que là, au moins, le danger il est identifié. Voici un terrible précédent pourtant. Un touriste japonais enlevé sur la route de Bagdad en 2004 et égorgé par ses ravisseurs. Ça ne décourage pas les symphoriens. Ce voyage, ils l'ont trouvé sur catalogue. C'est un pèlerinage à la rencontre des premiers chrétiens, ceux qui parlent encore la langue du Christ. Une forme de mysticisme, parce que ce sont des gens effectivement qui ont une approche mystique dans la mesure où il y a 20 siècles, ils étaient déjà là. Le tour opérateur qui a organisé le voyage, le voici. Irak, Algérie, Libye, les destinations sensibles, c'est sa spécialité. Pour lui, au Kurdistan, rien à craindre. Les conditions de sécurité ne sont pas du tout les mêmes en Irak, dans le reste de l'Irak et dans cette province où nous nous rendrons. Le consulat de France au Kurdistan ne serait pas opposé au projet. À Erbil, les Amazones de la police kurde mènent une lutte acharnée contre les terroristes. Au dernier étage de cet immeuble cossu habite un autre étonnant voyageur. À la ville, Quentin Payet-Gaspard est trader en matières premières. En vacances, le voici. C'était en Afghanistan au printemps dernier, habillé en costume local pour se fondre dans le paysage. Kaboul, 3-4 jours. Visite du marché, j'ai essayé de m'imprégner de la ville. La nuit, Quentin Payet-Gaspard dort dans des auberges fréquentées exclusivement par les Afghans. Le jour, il n'est pas à la recherche de sensations fortes. Il boucle un grand tour de l'Asie centrale. Mais avec le recul, il ne repasserait pas par l'Afghanistan. Aller entre Kaboul et Peshawar, sur cette route-là, au nord de laquelle il y a 10 soldats français qui sont morts il y a un mois et demi, et bien finalement, on se sent pas forcément... Aujourd'hui, on se sent pas très mal. Le jeune trader soulève quand même un point crucial. Si l'Afghanistan est dangereux, rien n'est mis en place pour empêcher les candidats au voyage de se procurer un visa. Aller en Afghanistan, c'est très simple. Vous allez boulevard Raphaël, vous donnez 60 € et vous avez votre visa en 5 jours. Facile mais inconscient. En cas de pépin, les autorités françaises devront gérer la crise depuis cette salle. C'est pas raisonnable d'aller dans des endroits où on sait que le risque est élevé, où on sait qu'il peut y avoir des problèmes à la fois effectivement de survie, mais aussi d'enlèvement. L'Afghanistan, l'Irak, la Somalie, en tout 12 pays sont formellement déconseillés aux voyageurs. James Bond est à Paris ce soir, le James Bond historique, Sir Roger Moore. Il a reçu tout à l'heure les insignes de commandeur des arts et des lettres. Il a été décoré par la ministre de la Culture et de la Communication, Christine Albanel. Et il a déclaré « C'est plus important à mes yeux que de recevoir un Oscar, ça fait plaisir ». Image signée Alain Locassio. Autre mythe du cinéma, mythe français celui-ci, Marcel Carné et ses Enfants du Paradis sont ressuscités à l'opéra. Une version surprenante, mise en scène par le danseur étoile et chorégraphe José Martinez. Les dialogues étaient déjà bien balancés et les voici maintenant dansés. Sophie Jouve, Didier Dahan. L'opéra Garnier, c'est fantômes et c'est mystères. Un décor prédestiné pour ressusciter les Enfants du Paradis. Ce chef-d'œuvre du cinéma français qui se déroulait à quelques pas de là dans le Paris populaire du 19e siècle. Engagés dans d'autres liaisons, C'est moi. les deux héros Garance et le célèbre mime Baptiste poursuivent leur course à l'amour impossible. Et pour signer cette superproduction, le danseur étoile José Martinez chorégraphie son premier ballet fleuve en ayant carte blanche et sans jamais perdre son calme. Le but n'a pas été de reproduire le film, mais de raconter comment dire, l'émotion qu'il y a dans le film et de garder ce réalisme romantique qui était si cher à Prévert et à Carnet et de le mettre sur scène. Garance, entouré d'une foule pittoresque de 65 personnages. 300 costumes dessinés pour la première fois par une danseuse étoile. Les lamelles de velours rouge, c'était une manière d'exprimer cette femme, Garance, qui est une femme libre et un peu sauvage. Et pour donner au ballet cet aspect de film colorisé, une botte secrète. Les personnages comme Garance, comme Frédéric Lemaitre, qui sont comme recoloriés, comme en Technicolor, vont être en couleur, comme si on mettait un projecteur sur eux en fait. Bien sûr, les danseurs ne cherchent pas à imiter Jean-Louis Barrault et Arletty. Juste à donner à Baptiste et Garance un autre visage. C'était impossible de chercher à être Arletty. Donc le rôle c'est Garance, on va oublier Arletty, parce que c'est trop difficile à reproduire sans les textes et tout ça, là c'est du dialogue dansé. Donc c'est un peu différent, donc il faut que ça soit moi en Garance, quoi.
Le rêve, la réalité, c'est pareil, disait Baptiste. Hommage au monde de la scène et à ses illusions, les enfants du paradis deviennent une magnifique invitation à danser. Première victoire française au tournoi de tennis de Paris-Bercy. C'était tout à l'heure. Gaël Monfils s'est qualifié pour le 3e tour face à l'Argentin Juan Monaco qui avait pourtant éliminé la veille le Russe Marat Safin. Score final 6-4, 6-4. Au prochain tour, Monfils devrait affronter, sauf surprise, le numéro 1 mondial, Rafael Nadal. Une pensée de la rédaction de France 2 pour la famille et les proches de Yann Delécoté, ancien directeur de la rédaction de l'Express, journaliste et écrivain. Notre confrère s'est éteint à l'âge de 67 ans. Ses funérailles auront lieu demain à Marseille. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle 2 des principaux titres. Nicolas Sarkozy a dévoilé aujourd'hui son plan anti-crise pour l'emploi. Au menu, 100 000 emplois aidés supplémentaires, une extension des contrats de transition professionnelle, comme nous vous l'annoncions dès hier, et puis une fusion plus rapide entre les ACDIC et la NPE. Le guichet unique du Pôle emploi sera le nouveau nom. Et il devrait ouvrir ses portes dès l'été 2009. Enfin, des réductions d'impôts pour les services à la personne seront anticipées pour certaines catégories d'employeurs. Et puis, autre titre que nous avons développé, il y aura bien un emplacement pour le département sur les futures plaques minéralogiques. Et c'est une bonne nouvelle pour ceux qui n'assument pas de se faire traiter de tête de chien pendant les vacances. Ce ne sera pas forcément le numéro du département dans lequel vous habitez, mais celui de votre choix et de votre cœur. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est la météo avec Tania Young. À 20h45, votre téléfilm Nicolas Le Floch. Et puis pour ma part, je vous dis à demain, 20h. Excellente soirée sur France 2. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.